Alors, pour ce TP numéro 15 du chapitre 5, vous prenez le TP Balance ton tel à la page 11 du magazine et vous prenez connaissance des différents documents. Donc, sur ce TP, on va étudier les oscillations d'un pendule qui sera votre téléphone. Ce seront des oscillations amorties. Alors, il va falloir en effet vérifier sur notre téléphone en faisant une acquisition quels sont les axes de rotation du téléphone, quel est l'axe de roulis Y, l'axe de lacet et l'axe de tangage. Ensuite, on fera une mesure, puisqu'il y a sur vos téléphones un capteur de vitesse angulaire qu'on appelle le gyroscope. On utilisera donc l'application Fifox pour déterminer la vitesse angulaire. Donc, notre expérience consiste à suspendre un point haut à l'aide du câble du téléphone, notre téléphone schématisé ici par un objet au point M. La longueur du câble est repérée par la longueur est appelée longueur L et l'angle dont on écarté le téléphone de la position d'équilibre est repéré par l'angle θ. La position d'équilibre où le téléphone est à la verticale, la position la plus basse, est le point M0. On va s'intéresser dans notre vidéo, dans notre TP, au tracé à l'évolution temporelle de l'énergie cinétique, potentielle et mécanique. Pour l'énergie cinétique, sa formule, vous la connaissez, c'est 1/2 de mv2. Sachant que la vitesse dépend de la vitesse angulaire, selon la formule qui vous est donnée dans les documents, V égale L oméga, on peut exprimer l'énergie cinétique en fonction de la vitesse angulaire qui est mesurée par le téléphone. L'énergie cinétique est donc égale à 1/2 de m, entre parenthèses, L oméga, le tout au carré. Pour l'énergie potentielle, qui est égale à mgz, l'altitude z du téléphone, du point M, se repère ici sur notre graphique comme étant l'altitude par rapport au point M0, pris comme référence. Donc c'est la hauteur indiquée par la flèche verte ici. Cette hauteur, en fin de compte, est la différence entre la longueur du câble, L, et la hauteur située ici, qui est égale, avec un petit peu de trigonométrie, à L facteur de cosinus θ. On a donc l'altitude de notre point M à chaque instant qui est égale à L facteur de 1 moins cosinus θ. Cette grandeur, je l'injecte dans l'expression de l'énergie potentielle à la place de Z et je trouve que l'énergie potentielle est égale à mgl facteur de 1 moins cosinus θ. Et pour l'expression de l'énergie mécanique, je vous la rappelle, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Pour ce TP numéro 13, nous allons utiliser notre téléphone, le TP intitulé « Balance ton tel ». Non, ne le jetez pas si vite, il va nous être utile. Alors, pour ce TP, on va utiliser l'application Fifox, que vous avez sûrement déjà utilisée en seconde ou en début d'année. Si ce n'est pas le cas, vous allez la télécharger. Alors, lorsque vous ouvrez votre application, il y a un petit message « Attention, soyez prudent ». En gros, celui qui a créé l'application n'est responsable en rien si vous détériorez votre téléphone avec cette application. Si vous voulez en effet mesurer son accélération lorsque vous le jetez contre le mur et qu'il se casse, le fabricant de l'application n'est responsable en rien de sa détérioration. Même chose pour moi. Donc on clique sur OK. Ensuite, on va utiliser l'application Gyroscope vitesse angulaire. Alors, si elle n'est pas active sur votre téléphone,
comme ici, moi, l'application luminosité, c'est que vous n'avez pas le capteur de vitesse angulaire, le gyroscope, dans votre téléphone. Dommage pour vous, il ne vous reste plus qu'à regarder la vidéo sans faire la manip. Donc, le gyroscope mesure les 3 vitesses angulaires si vous faites tourner votre téléphone selon les 3 axes. Alors, on va vérifier tout d'abord à quoi correspond chacun des axes. Alors, je vais faire une petite manip rapide, je vous expliquerai après en quoi elle consiste. Donc, je lance l'application et je vais faire tourner mon téléphone. Je vais faire tourner mon téléphone d'avant en arrière, d'avant en arrière. Premier mouvement. Je le fais tourner sur le côté, comme ceci, deuxième mouvement, et je le balance latéralement, comme ceci. J'arrête, hop, les mesures. On observe ici, lors de mon premier mouvement qui était celui-ci, qu'on a eu des variations, maximum, selon l'axe X. Lorsque j'ai fait tourner le téléphone selon cet axe, il semblerait que l'axe de rotation verticale, celui-ci, c'est pour le téléphone l'axe Y, et l'axe de rotation comme ceci, c'est-à-dire celui-ci, c'est l'axe Z. Nous allons utiliser et faire le mouvement, étudier le mouvement de balancement du téléphone que l'on va accrocher tout à l'heure selon cet axe-là. Donc en effet, pour la suite de la manipulation, vous aurez besoin d'une potence, d'une lampe de chevet, d'une tringle, d'un balai, de quelque chose pour suspendre votre téléphone. Pour le suspendre, vous allez utiliser votre câble de chargeur et vous allez brancher votre téléphone et le suspendre à son câble de chargeur. Et nous allons faire les mesures de l'angle de rotation du téléphone, non pas par un pointage à Vimeka sur une vidéo, mais à l'aide du gyroscope qu'il y a dans le téléphone, celui-ci, et qui est donc selon l'axe X. Je reviens au réglage du logiciel. Donc là, les premières mesures que j'ai faites vont ne me servir à rien. Je clique sur la poubelle et j'efface tout. Donc, au niveau de notre expérience, étant donné que entre le moment où on appuie sur le play et on lance, on va se laisser un certain délai. Donc on va régler un délai et ensuite on va régler un délai d'expérience. Donc pour ça, vous allez sur les 3 petits points en haut à droite de réglage. Là, il vous propose un menu déroulant. Vous allez dans définir le temps de mesure. Et donc on va se laisser un délai. La première case, c'est le délai de 3 secondes. Et ensuite, notre expérience fera une mesure entre 10 et 15 secondes. J'ai choisi 10 secondes, ça ira très bien. Et vous cliquez sur activer le mode chronométré. À ce moment-là, vous faites votre petit montage, vous branchez votre téléphone, vous regardez si ça tient bien. Et donc là, vous appuyez sur play et vous avez 3 secondes pour lancer votre téléphone. Vous pouvez refaire pause, refaire la mesure plusieurs fois jusqu'à avoir quelque chose de correct. Donc il faut qu'il se balance entre deux mesures. S'il y a des choses qui ne vont pas, vous les effacez. Ok. Une fois que les 10 secondes sont passées, vous récupérez votre téléphone et vous allez donc exporter les mesures sur votre ordinateur. Donc vous retournez dans les 3 petits points en haut à droite, vous faites exporter les mesures. Là en fin de compte, il va vous proposer un fichier qui s'appelle CSV, qui peut être lu par LibreOffice, n'importe quel tableur, et donc il faut lui dire ce qu'il utilise comme séparateur. Donc nous on va choisir les tabulations, tabulateurs et les virgules en tant que décimale. Donc décimale comma, en anglais on dit comma pour la décimale. Donc c'est l'avant-dernier. Et vous cliquez sur exporter.
Donc là, vous l'envoyez par mail. Je pense que c'est la solution la plus simple. WhatsApp, MSN, Messenger, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai un iPhone et un Mac qui communiquent entre eux par AirDrop. Donc, choisis le AirDrop. Et vous venez d'entendre qu'il vient d'être arrivé sur mon ordinateur. Donc, je l'ouvre et on se retrouve. À de suite. Si par hasard, vous n'arrivez pas à exporter vos mesures sur votre ordinateur, utilisez le fichier tp15acompléter.ods qui est à télécharger dans le classeur de l'ENT. Vous pouvez également l'utiliser si vous n'avez pas réussi à faire de belles oscillations selon l'axe de tangage. Maintenant, récupérer nos données sous un fichier au format .csv sur l'ordinateur. Donc on va ouvrir ce fichier avec LibreOffice. Lorsque on a une fenêtre qui s'ouvre, qui nous demande en effet ce qu'il faut mettre pour avoir les bons chiffres. Et vous avez ici l'apparition des données au bon format. Donc vous cochez tabulation, vous décochez virgule, vous laissez cocher semi-colonne si ça y est, et vous cliquez sur OK. Votre tableur LibreOffice s'ouvre avec une première colonne, le temps en secondes, la vitesse angulaire donnée par le capteur gyroscopique selon l'axe X, selon l'axe Y, selon l'axe Z, les vitesses angulaires en radians par seconde, et la valeur absolue de la vitesse. Donc ici, au niveau des axes, on a vu que la rotation qui nous intéressait était la rotation selon l'axe X. Donc on supprime les trois autres colonnes. Vous les sélectionnez, majuscule, et on clique sur le haut de la colonne, et vous les supprimez. Clic droit, effacer colonne. Voilà. Ensuite, donc vous regardez la méthode qui vous est donnée dans le document 3 du magazine, du TP15, donc interprétation des données. Donc repérer l'axe de rotation principal, ça a été fait dans le tableur, supprimer les colonnes inutiles, et ensuite déterminer l'angle de rotation θ. L'angle de rotation θ a une valeur nulle quand le smartphone passe au plus bas de sa direction, à l'instant où la vitesse angulaire passe par un maximum. Donc on va repérer cet instant où la vitesse angulaire passe par un maximum. Une fois cet instant repéré, supprimer toutes les lignes qui le précèdent. Donc la vitesse 0,13, 0,22, 0,33, on augmente, 0,43, 0,53, 1,02, 1,10, 1,87, 1,41, on augmente, là je suis à 2, 2, 2, 0,56, 0,58, 2,21, 2,20, 2,19, ah on redescend. Donc le maximum est ici à 2,21 radians par seconde, donc tout ce qu'il y a au-dessus de la ligne 33 à la ligne 2, je sélectionne toutes les lignes, je clique droit, select, et hop, effacer les lignes. Ok. Je suis ensuite les consignes. Donc je crée maintenant la grandeur θ de la façon suivante qui va nous permettre derrière de calculer en effet l'énergie cinétique, d'exprimer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle surtout, puis l'énergie mécanique, puisque nous avons vu précédemment que l'altitude dépend en effet, l'altitude du point M dépend de l'angle θ. Donc je vais déterminer l'angle θ. Donc dans la colonne C en haut, je vais rentrer alors le caractère θ. Soit vous l'avez déjà dans les symboles précédents récents, sinon vous allez dans symbole, vous choisissez le grec basique, et là vous avez le θ. On insère donc l'angle θ entre parenthèses en radians. Donc le θ, au moment où la vitesse angulaire est maximum, c'est qu'il passe par le point le plus bas, donc à la verticale, là l'angle est égal à 0. À l'instant suivant, l'angle θ est égal à l'angle précédent,
plus la vitesse angulaire oméga selon l'axe X, multiplié par la durée qui s'est écoulée entre les deux instants, donc TI moins TI moins 1. Je ferme la parenthèse. Voilà, je tirerai toutes mes formules de la ligne en même temps. Étant donné qu'on a à peu près entre 900 et 1000 mesures, c'est plus simple de le faire une seule fois. Nous allons calculer l'énergie cinétique en joules. Dans la colonne suivante, énergie potentielle en joules, puis l'énergie mécanique également en joules, afin de tracer leur évolution temporelle. Pour ça, je vous rappelle leur expression que l'on a vue précédemment. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse du smartphone multiplié par L oméga le tout au carré, L étant la longueur du câble du point d'accroche jusqu'au centre du smartphone, et oméga la vitesse angulaire selon l'axe de rotation qui nous était l'axe X. Pour l'énergie potentielle, mgl entre parenthèses 1 moins cosinus θ, avec m la masse du smartphone, toujours j'ai la constante de gravité de 9,1 Newton par kilogramme, et L la longueur du câble, θ étant l'angle de rotation que l'on a calculé précédemment. Et la formule de l'énergie mécanique est la somme des deux énergies précédentes, c'est-à-dire la E de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle. Donc on voit dans ces expressions de l'énergie cinétique et de l'énergie mécanique que l'on a besoin de la masse du smartphone et de la longueur du câble. On va donc les déclarer dans notre tableur. Masse qui doit être en kilogrammes, unité du système international dans les calculs. Donc pour le smartphone utilisé ici, il est de 44 grammes, soit 0,44 kg. Excusez-moi, de 136 grammes, donc 0,136 kg, et la longueur du câble en mètres, unité du système international à utiliser dans les formules, est de 44 cm, donc 0,44 mètres. Une fois qu'on a déclaré ces deux grandeurs des constantes de notre problème, on va pouvoir noter l'expression de notre énergie cinétique qui est 1/2, 0,5, c'est plus simple à écrire, multiplié par la masse, donc la case I1, je clique dessus, multiplié par, j'ouvre la parenthèse, la longueur du câble, la case I2, multiplié par la vitesse angulaire selon l'axe à l'instant donné, donc la case B2. Je ferme la parenthèse, le tout au carré, donc chapeau 2. Entrée. Alors je vais essayer de tirer cette formule, voir comment ça se passe. Ah, il semblerait que ça ne fonctionne pas. 0, bizarre. Je double-clique sur ma formule. Le problème est ici. Lorsque l'on tire une formule, l'ensemble des grandeurs qui sont définies dans des cases vont évoluer et changer. Si on descend d'une ligne, toutes les grandeurs des cases vont augmenter d'un indice. Donc ici on était dans la case B1, B2 on est passé en B3, ici on était en I1, on est passé en I2, et de I2 on est passé en I3. Donc pour la colonne B, en effet, ça c'est correct. Par contre, ici, pour la masse et la longueur du câble, on ne veut pas qu'il y ait le décalage. On veut figer les cases et que notre calcul prenne toujours la valeur de la case I1 et de la case I2.
C'est-à-dire qu'on veut figer dans la formule de départ que l'on aura à tirer. Ici, on veut figer le 1 qui ne varie pas. On met donc un dollar juste devant. Même chose pour le I2. Ce dollar indique qu'on fige le 2, c'est-à-dire qu'on va tirer la formule, le 2 ne va pas changer. Je fais entrer, je clique dessus, je retire ma formule, et en effet, là, il semblerait que ça fonctionne. Je double-clique dessus, on voit bien que la case B2 est passée en B3, mais par contre, ici, au niveau des cases I1, c'est bien resté I1, et la longueur du câble, on est bien allé rechercher la donnée dans la case I2. Voilà, vous connaissez maintenant une nouvelle fonction des tableurs. Ceci marche sur tous les tableurs, LibreOffice, Excel, Numbers sur Mac, ainsi de suite. Je fais entrer. Alors maintenant, allons-y pour l'énergie potentielle. C'est égal à la masse multiplié par G, 9,81, multiplié par la longueur du câble, I2. Ah, tout à l'heure, je me suis trompée, c'était la masse, c'était I1. Multiplié, non, la longueur du câble, multiplié ici, j'ouvre la parenthèse par 1 moins cosinus, j'ouvre la parenthèse de θ, calculé précédemment, donc la colonne C, donc là c'est 2. Je ferme la parenthèse du cosinus, je ferme la parenthèse du 1 moins cosinus, et je fais entrer. On va voir la même problématique pour les données de la masse et de la longueur, où il faut figer le 1 avec le dollar et figer le I2, le 2 de I2. Si vous voulez figer, lorsque vous tirez une formule selon une ligne, si vous voulez figer la colonne, ben il suffit de mettre le dollar devant le I. Et pour l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle des deux plus E2. Une fois qu'on a rentré les formules de nos 4 grandeurs, alors on tire sur la première ligne EC, EP, EM, et ensuite on va sélectionner l'ensemble des formules de la deuxième ligne, parce que si vous tirez ici ceux de la première ligne de calcul, ben, au niveau de θ, vous allez tirer une valeur de 0. Le calcul, on l'a rentré ici pour la première fois. Donc on sélectionne les 4 colonnes de la deuxième ligne de calcul, de la ligne 3, et on tire. Mais écoutez, là il va falloir être patient, tirer jusqu'à la fin du tableau, étant donné que l'on a entre 900 et 1000 mesures. Ben, je vous dis rendez-vous à la fin du tableau. Avoir tiré la formule sur les 940 valeurs à peu près, pour tracer l'évolution temporelle des différentes énergies mécaniques. Donc pour ça, afin d'espérer à ce que notre graphe ne se trace pas sur nos données, on va sélectionner toutes les colonnes où on a quelque chose d'écrit, la colonne A, la colonne I, et on va tracer le graphique, donc à l'aide de l'icône insérée graphique. Ok, alors ici on va choisir les nuages de points X, Y sans les relier. Suivant. Nos données sont dans des colonnes et la première colonne, on coche, contient des légendes. La première ligne, pardon. Suivant. Donc ici, il nous a tracé plein de choses. Donc la variation de l'angle de la vitesse angulaire ne nous intéresse pas, donc on sélectionne en bleu et on supprime, en cliquant sur supprimer en dessous. L'évolution de l'angle en radian non plus, on sélectionne, on supprime. L'énergie cinétique, oui. L'énergie potentielle, oui. L'énergie mécanique. La colonne G, il n'y a rien écrit dedans, on supprime. Masse en kg, c'est juste une donnée. 0,136,
on supprime aussi. Voilà. Donc ici, on va vérifier l'ensemble des données qu'il considère. Donc pour l'énergie cinétique, le nom, c'est la case D1. En effet, la case D1, énergie cinétique, c'est bon. Pour les valeurs de X, il considère la colonne A, de la case 2 à 954. Il semblerait qu'on ait 954 données, donc c'est cohérent, c'est la colonne A. Pour les valeurs de Y, la colonne D, pour l'énergie cinétique, c'est bien dans la colonne D, de 2 à 954. Pour l'énergie potentielle, donc le titre, c'est la colonne E, la première case. En effet, l'énergie potentielle, c'est bien notre colonne E. Donc le X, c'est la colonne A de 2 à 954. Et la colonne E pour les données en Y. Pour l'énergie mécanique, ça sera la colonne F. Donc le titre, c'est F1. Les Y, F2 à F954. Et le X, toujours pareil, de A2 à A954. Puisque en abscisse X, nous avons le temps. Donc tout ça, c'est bon. On passe à l'onglet suivant. Le titre est en train de tracer l'évolution temporelle des énergies mécaniques. Sur l'axe X, on a le temps en secondes. Sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées Y, on a les énergies IES en joules. C'est fini. Nous avons notre graphique avec un joli titre, notre grandeur en abscisse, en ordonnée et notre légende des différents points. Ici, si on observe notre graphique, on voit qu'on a l'évolution de l'énergie cinétique qui oscille, qui augmente, qui diminue, qui augmente, qui diminue. Quand notre pendule passe donc au départ une vitesse maximum en bas, en effet, c'est le point 0 qu'on a défini comme étant à la verticale lorsque la vitesse est maximum, puis descend lorsque le pendule remonte jusqu'à s'annuler lorsqu'il est en haut de sa courbe au maximum, pour réaccélérer lorsqu'il se met à redescendre, passer à la verticale à son maximum et rediminuer de l'autre côté, ainsi de suite, et donc notre pendule se balance. On voit quand même que cette énergie cinétique diminue petit à petit. Pour l'énergie potentielle, une variation opposée. Quand l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente. Pour ce qui est de l'énergie mécanique, elle semble en effet avoir une variation plus limitée. Globalement, quand même, elle semble décroître. Pourtant, on avait cru voir que l'énergie mécanique se conservait. Ici, on va donc faire une courbe tendance. Donc, vous cliquez sur la courbe de l'énergie mécanique pour sélectionner les différents points. Vous cliquez droit, insérez une courbe tendance. Une fenêtre s'ouvre, vous choisissez le type de fonction, une fonction linéaire. Vous faites apparaître l'équation, c'est pas la peine. Ok. Alors là, je vais double-cliquer. Donc, on voit bien ici qu'on a une évolution linéaire décroissante. Donc ici, en effet, l'énergie mécanique diminue. Pourquoi cette énergie mécanique diminue? Notre smartphone, en se balançant avec la face du téléphone perpendiculaire à sa trajectoire, on a énormément de frottement entre le téléphone et l'air, puisqu'une surface assez étendue. On ne peut donc pas négliger les forces de frottement de l'air sur le portable, et ces forces de frottement font diminuer l'énergie mécanique. Voilà pour le TP. Donc en conclusion, ce qu'il va falloir retenir, c'est que dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie mécanique d'un point matériel est en fait égale à la somme des travaux des forces non conservatives qui s'appliquent au système. Donc on peut traduire ça par l'équation suivante. La variation d'énergie mécanique EM, c'est-à-dire l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A,
est égale à la somme des travaux des forces entre les points A et B des forces non conservatives notées FNC. Donc, ici, dans notre situation, notre pendule est soumis à son poids, qui est une force conservative, est soumis à la tension du fil, dont le travail est nul, puisque la tension du fil est toujours perpendiculaire à la trajectoire, et aux forces de frottement, qui sont des forces non conservatives. Donc, la variation de l'énergie mécanique est égale, ici, au travail des forces de frottement. Le travail des forces de frottement est un travail résistant, négatif, donc la variation de l'énergie mécanique est négative. Donc, notre énergie mécanique diminue. Et la perte d'énergie mécanique correspond au travail des forces de frottement. Voilà, c'est les frottements qui bossent et du coup qui font perdre de l'énergie mécanique à notre système. Maintenant, à vous de faire le point dans votre cours.